Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'une œuvre de Jacques Bainville intitulée Les conséquences politiques de la paix. Publiée en 1920, juste après la signature des traités de paix qui mettront fin à la Première Guerre mondiale, cette œuvre est une leçon magistrale de géopolitique dans laquelle Jacques Bainville nous démontre que le refus du réel, conjugué à des grands principes vagues, moralisateurs et abstraits, peuvent conduire le monde à la catastrophe. Il va ainsi prophétiser avec 20 ans d'avance le scénario quasiment exact des drames qui conduiront la France puis le monde vers l'abîme de la Seconde Guerre mondiale. Jacques Bainville est un journaliste, historien et académicien français qui est mort trop jeune, à l'âge de 57 ans en 1936. Il est issu d'une famille républicaine, libre penseur. Il se rapproche plus tard du royalisme après sa rencontre avec Charles Maurras en 1900 et va écrire régulièrement dans la presse conservatrice française, comme Le Petit Parisien, la Revue universelle et surtout l'Action française. Comme beaucoup d'historiens de sa génération, il est animé d'un véritable sentiment de revanche vis-à-vis de l'Allemagne, sentiment entretenu par la Troisième République depuis la perte de l'Alsace et de la Moselle lors de la Grande Guerre franco-prussienne de 1870. Il publie en 1920 Les conséquences politiques de la paix. Il s'agit d'une analyse critique des traités de paix signés au lendemain de la Première Guerre mondiale, à savoir le traité de Versailles, le traité de Saint-Germain-en-Laye, le traité du Trianon et le traité de Sèvres. Marqués par le traumatisme et les atrocités de la Première Guerre mondiale, les pays vainqueurs cherchent à redessiner les frontières de l'Europe afin de garantir une paix durable et perpétuelle, basée entre autres sur le principe démagogique de la sécurité collective. La Première Guerre mondiale devait être la der des der. Et pourtant, une nouvelle guerre encore plus meurtrière éclatera 20 ans plus tard. Lors de sa publication en 1920, cet ouvrage de Jacques Bainville fait écho à une autre œuvre très célèbre, celle de l'économiste britannique John Maynard Keynes, intitulée Les conséquences économiques de la paix. Dans cet essai, Keynes, qui est considéré comme un des plus grands économistes du XXe siècle, adopte une conception économique et purement matérialiste de l'histoire, en sous-estimant par exemple la force de l'action politique. Ainsi, dans son épilogue, Keynes parle par exemple des courants inconnus qui coulent sous la surface de l'histoire politique et dont nul ne peut prévoir les résultats. Pour Keynes, en quelque sorte, c'est l'économie qui écrit l'histoire. Pour Bainville, c'est la politique. Le politique d'abord. Avec le recul, nous savons pourtant que c'est justement l'absence totale de sens politique du traité de Versailles qui nous a conduit droit vers la Seconde Guerre mondiale. Ce traité, pour reprendre les mots de Bainville lui-même, est un travail d'amateur qui privilégie la reconnaissance des peuples et non celle des États. Le traité de Versailles veut redessiner l'Europe selon des principes théoriques et moralisateurs, des principes bien pensants, nous dirions aujourd'hui. Il veut favoriser le parlementarisme dans des nations n'ayant pas ou presque pas de culture démocratique. Il veut enfin diffuser massivement le principe des nationalités, cher au président américain Wilson, qui ne connaît à peu près rien du tout à la complexité et à l'étroite imbrication des peuples de la vieille Europe. Une maxime résume parfaitement la thèse défendue par Jacques Bainville dans son ouvrage. Le traité de Versailles serait, selon lui, une paix trop douce pour ce qu'elle a de dur et trop dure pour ce qu'elle a de doux. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que le traité de Versailles va être très durement ressenti par les Allemands, car il est humiliant et contraignant sur de très nombreux points, mais sur des points secondaires au regard de Jacques Bainville, car sur les points les plus importants, eh bien l'Allemagne s'en sort beaucoup mieux. Voyons pourquoi. D'abord, le traité de Versailles sous-estime les dommages faits à la France et surestime le poids de la charge des Allemands. Il ne prend pas en compte, par exemple, la démographie de la France, 40 millions d'habitants, alors que l'Allemagne, elle, en compte 60 millions. Sur le plan territorial, la France récupère l'Alsace et la Moselle. Autrement dit, elle ne gagne rien en fait, si ce n'est les territoires que nous avions perdus en 1870. Certes, le traité de Versailles enlève beaucoup à l'Allemagne, des territoires, des ressources, des colonies, une armée réduite à 100 000 hommes, interdiction d'avoir des armes lourdes par exemple. Il fait également peser sur les seules épaules des Allemands
toute la responsabilité du déclenchement du conflit et évite d'évoquer ainsi les responsabilités des autres belligérants. Mais le traité de Versailles n'enlève pas à l'Allemagne le principal. C'est la puissance politique. La puissance politique génératrice de toutes les autres, c'est-à-dire un État central et unifié. Le traité de Versailles va renforcer le sentiment d'appartenance des Allemands à l'Allemagne, car au lieu de la diviser, on la solidarise dans la dette. De plus, ce traité est inapplicable sur le long terme. Par exemple, sur la frontière occidentale, les clauses de démilitarisation sont humiliantes pour les Allemands, mais très faciles à violer. Les dédommagements ne sont pas fixés, mais renvoyés à plus tard. Ils seront lourds, flous, source de contestation et inapplicables sur le long terme. Enfin, l'application de ce traité nécessite pour la France de rester armée et d'en supporter le lourd prix économique et social, pendant que l'Allemagne, n'ayant plus d'armée, pourra sans problème s'en dispenser le temps de reconstituer ses forces. Alors qui se satisfait de ce traité? Ni les Français ni les Allemands. Ce sont les Anglais qui applaudissent le plus, car le traité leur enlève leur seul concurrent économique sérieux, ainsi que la menace de la puissante marine allemande. Mais alors, me direz-vous, si les mesures des traités de paix de 1919 sont mauvaises, qu'aurait-il fallu faire à la place? Eh bien, en 1919, le militarisme prussien est mis sur le banc des accusés. Les vainqueurs pensent naïvement qu'il suffit d'affaiblir l'armée allemande pour la rendre inoffensive, et c'est ce qu'ils vont faire. Jacques Bainville pourtant critique cette analyse. Je le cite. « Les Alliés ont dénoncé le militarisme prussien, mais il ne leur est pas venu à l'idée que l'unité allemande était l'œuvre même de ce militarisme. » Jacques Bainville pense donc qu'il faut remettre en cause le principe même de l'unité allemande en soutenant des séparatismes locaux, par exemple, comme en Bavière ou dans le Wurtemberg. Séparatismes qui, selon lui, sont les seuls capables de s'opposer à la force centralisatrice de l'État prussien. Par cette analyse, Bainville ne fait que renouer avec ce qui fut pendant des siècles le cœur de la diplomatie française, garder une Allemagne divisée et donc inoffensive. N'oublions pas que l'unité allemande fut forgée par le fer et le feu, pour reprendre les mots exacts employés par le chancelier Bismarck. Autrement dit, l'unité allemande fut réalisée par la guerre, d'abord contre l'Empire d'Autriche-Hongrie, puis contre la France. C'est d'ailleurs dans la Galerie des Glaces, à Versailles, qu'est proclamé le Reich allemand en 1871. Pour étayer son argumentaire, Bainville prend du recul et se penche sur l'histoire des relations franco-allemandes. Selon lui, nous pourrions résumer l'histoire de ces relations de manière très binaire. Les relations entre les Français et les Allemands ont le plus souvent été bonnes, amicales, fructueuses quand l'Allemagne était divisée en une multitude de petits États. Elles trouveront leur apogée au XVIIe et au XVIIIe siècle. Au contraire, nos relations furent toujours mauvaises quand l'Allemagne était unie et forte. Nous pourrions prendre l'exemple du Saint-Empire romain germanique sous le règne d'Otto IV, sous Charles Quint ou encore sous le Deuxième Reich. Décédé en 1936, Bainville n'aura pas eu le temps de rajouter à sa liste le Troisième Reich d'Adolf Hitler. Si je vous dis 32, vous me direz le nombre de cartes pour jouer à la belote. C'est aussi le nombre d'États que compte désormais l'Europe en 1920, après l'effondrement des empires ottomans, russes, austro-hongrois et allemands. Ces nouveaux États que vous pouvez voir sur la carte sont pour la grande majorité des États assez petits, peu peuplés, faibles militairement, avec des découpages frontaliers contestés. Il s'agit des 3 États baltes, Estonie, Lettonie et Lituanie, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, mais aussi de la petite Autriche, de la Hongrie, de la Roumanie et surtout de la Yougoslavie. Leurs limites sont assez floues, sans frontières naturelles, et parfois avec des incohérences comme la ville libre de Danzig, séparant la Prusse orientale du reste de l'Allemagne. Ces nouveaux États n'ont parfois aucune frontière stratégique, comme la région des Sudètes en Bohême, prise en tenaille par l'Allemagne. Bismarck disait pourtant de cette région que celui qui est maître de la Bohême est maître de l'Europe centrale. Enfin, les minorités nationales restent nombreuses. Devant ce constat, Jacques Bainville reprend le constat du journaliste américain William Morton Fullerton, qui parlera de balkanisation de l'Europe centrale et orientale. Ces nouveaux États, comme tous les États faibles et petits, sont instinctivement égoïstes et querelleurs. De plus,
Ils se veulent gouverner par des régimes parlementaires, jeunes, sans expérience et par conséquent fragiles et instables. Tout au long de l'histoire, il était admis que les enfants avaient besoin de tuteurs. L'Europe de 1919 n'y fait pas exception. Quel scénario peut donc se produire dans cette nouvelle Europe où tout est faible et confus? Eh bien, les petites nations seront immanquablement aspirées par la plus forte d'entre elles, c'est-à-dire par l'Allemagne. Le cas polonais est exemplaire. Latinisés par le catholicisme, les Polonais sont considérés comme des dissidents du slavisme. Émile de Girardin disait de la création de la Pologne que ce que l'on appelle sympathiquement à Paris ou à Londres l'indépendance de la Pologne se nomme à Moscou le démembrement de la Russie. Pour Bainville, la création d'une grande Pologne est le meilleur moyen de rapprocher l'Allemagne et la Russie. Russes et Allemands sont mariés par la Pologne, disait Michelet. En effet, celle-ci n'a pas de frontières naturelles, ni ethniques, et surtout, elle n'a pas d'État avec un pouvoir central, vigoureux et organisé. Avec 18 ans d'avance, Bainville prophétise le pacte germano-soviétique et l'invasion de la Pologne par l'Allemagne avec la bénédiction de l'URSS. La conclusion de Bainville est sans appel. Elle est écrite noir sur blanc dans son ouvrage, publié, je le rappelle, en 1920. Si la Pologne était un jour attaquée par les Allemands, la Russie serait prête à profiter de son désastre et à la poignarder par derrière. La marche de l'Allemagne est tout indiquée. C'est par l'Est qu'elle commencera sa libération et sa revanche. Si nous n'intervenons pas, dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans plus tard, le danger sera pour nous. Pour résumer, le traité de Versailles est une véritable négation des principes de réalité, de la réelle politique. Et son angélisme, son déni du réel, auront des conséquences funestes pour notre pays et pour l'Europe entière. Comme le rappelle souvent Éric Zemmour, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Il serait donc bon que la diplomatie française s'en souvienne en cette période de regain de tension sur la scène internationale dans un monde de plus en plus multipolaire. Une analyse géopolitique doit se construire sur la réalité des faits. Il faut appréhender le monde tel qu'il est et pas tel qu'on voudrait qu'il soit.